Bonjour à tous et bienvenue. Ce mercredi 15 novembre, la Côte d'Ivoire célèbre la journée de la paix. Bonne fête à tous et on en parle dans Ça fait l'actualité. Alors quel est le rôle de la jeunesse pour une paix durable? Réponse avec Sédou Ouattara. Les jeunes font partie des premières victimes de la radicalisation et des conflits. Leur participation à la prévention et au règlement des différends est donc essentielle à l'instauration d'une paix durable. Les jeunes ont un rôle clé à jouer lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux facteurs de conflit et de contribuer aux solutions. En nous appuyant sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en 2015, qui énonce les engagements internationaux en faveur des jeunes, de la paix à la sécurité. Les études révèlent également que les jeunes ont besoin d'espaces sûrs et protégés pour poursuivre l'innovation et la créativité qui favorisent la consolidation de la paix. On parle de paix et de l'apport de la jeunesse dans ce qu'on espère, une situation définitive. Je vais en parler avec M. Coulibaly Thiozon, qui est le directeur général de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Mme Didier. Alors déjà, de prime abord, savez-vous pourquoi on célèbre chaque année, le 15 novembre, la paix dans notre pays? Alors, il faut savoir que nous célébrons aujourd'hui la 27e édition. Cela signifie que cette journée nationale de la paix a été instituée depuis 1996. Alors, on institue une journée nationale de la paix pour rappeler aux Ivoiriens que la paix est la condition sine qua non pour la réalisation de nos rêves, pour la réalisation de nos projets. La paix sans laquelle il n'y a aucun développement. Donc, Félix Houphouët-Boigny avait appelé tous les Ivoiriens à adorer cette paix comme une seconde religion. Et donc, c'est ce qui prévaut, c'est ce qui fait que cette journée a été instituée pour que les Ivoiriens, chaque année, puissent consacrer toute une journée à réfléchir aux actions de paix, à réfléchir, à faire un bilan sur leurs efforts pour la consolidation de la paix et à voir qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur pour garantir un avenir radieux pour notre pays, pour notre jeunesse. Mais cette édition est particulière puisqu'on est associé à la jeunesse, peut-être dans le cadre aussi de l'année de la jeunesse réclamée par le président de la République. Bien sûr. C'est à cet effet? Oui, c'est à cet effet, mais aussi de façon très objective. Il faut savoir que la population ivoirienne est majoritairement constituée de jeunes, comme la plupart des pays en voie de développement. Nous sommes aujourd'hui à près de 76% de la population qui a au plus 35 ans. Et donc, ça veut dire qu'il faut considérer cette masse assez importante, cette masse critique de la population, pour laquelle donc, nous devons œuvrer pour assurer un avenir meilleur. Et donc, cette population-là, pour laquelle les autorités déploient énormément de moyens pour résorber donc, le chômage, pour offrir des emplois, il faut donc les impliquer pour que ces populations-là puissent donc créer des conditions favorables pour qu'il y ait une création d'emplois assez abondantes. Mais s'intéresser aux jeunes, quand on parle de paix, ce n'est pas une manière aussi de déresponsabiliser les adultes qui sont des acteurs majeurs dans cette situation d'apaisement ou non? Pas du tout. Si vous considérez comme ça, moi j'ai envie de dire que c'est une manière aussi d'infantiliser les jeunes. Oui. C'est clair, les jeunes ont toute leur responsabilité à prendre. Aujourd'hui, vous constatez qu'il y a plus de jeunes aujourd'hui qui ont des start-up, qui ont des entreprises, qui sont chefs d'entreprise. Donc cette jeunesse-là qui a été pendant longtemps le bras séculier des partis politiques, des hommes politiques, des adultes de façon générale, il faut qu'elle ait conscience de l'importance de la paix pour qu'elle s'engage donc dans la consolidation de la paix. Et donc c'est ce qui fait que nous disons que pour cette célébration de cette 27e édition, nous disons qu'il faut laisser derrière nous le passé pour construire ensemble avec la jeunesse une paix durable dans la diversité. Mais une partie de cette jeunesse n'a pas connu des situations de tension dans notre pays, n'ont pas connu des crises. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui ont toujours grandi ou vécu dans un environnement apaisé ou apaisant?
Alors, je ne crois pas que ce soit ça, à moins qu'on ne soit adolescent carrément. Sinon, la dernière période de crise remonte à 2010-2011. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Ça veut dire que... c'est très, très jeune. Voilà, c'était encore enfants, mais pour la plupart, ceux qui ne sont pas totalement adolescents, qui ont donc 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils sont les gens d'ailleurs, donc savent ce que c'est que la violence, savent ce que sont les crises. Et donc... tirant donc les enseignements de cette période de crise, il faut dire que cette jeunesse doit aujourd'hui pouvoir dire non à la violence et s'engager résolument dans la construction de la paix dans notre pays. Et c'est évident, vous prenez un étudiant qui était qui est entré à l'université au début de 2010, ou j'allais dire 2002, et pour la plupart, ces personnes-là ont connu une période difficile, peut-être de sans-emploi jusqu'à maintenant. Et depuis 2011, vous vous rendez compte, avec l'embellie que connaît notre pays, les choses s'améliorent et les emplois se créent. Donc, il est très facile pour ces jeunes-là de faire la différence entre une période de crise et une période de paix et de savoir ce qui est bien pour leur avenir. Et donc, je crois que l'option, la seule et la meilleure qui reste pour ces jeunes-là, c'est d'œuvrer pour que nous demeurons dans une période de paix, dans une période de non-tension, non-violence, pour que les conditions soient suffisamment créées pour leur épanouissement. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez de cette jeunesse? Quels sont les actes que vous attendez de leur part? Alors, c'est l'engagement de façon responsable, de façon citoyenne. Il faut que ces jeunes-là comprennent déjà que nous avons un passé, ils vivent un présent et un avenir pour eux. Et pour cela, il faut qu'ils s'impliquent dans les actions de sensibilisation, dans les actions de formation de masse, dans les actions donc d'éducation de masse. Mais justement, on parle d'éducation. Pourquoi le ministère dédié à l'éducation de notre jeunesse n'inculque pas, peut-être à travers des cours, cette valeur, je ne sais pas si c'est le fait, mais pour avoir un impact plus important en termes de nombre, il faudrait peut-être y songer. Oui, bien sûr. Il faut savoir que le ministère de l'Éducation nationale fait sa part. Mais aujourd'hui, nous disons qu'il faut que chacun contribue à l'édification de la paix. La paix, ce n'est pas seulement l'affaire d'une seule personne. Ce n'est pas seulement le père qui va éduquer son enfant dans la famille. Cet enfant-là, il va sortir. S'il sort, il y a la maison, il y a l'école, et il y a entre la maison et l'école. Entre la maison et l'école, ce sont les jeunes eux-mêmes. Donc, l'école, à travers ce programme de EDHC, donc, forme, éduque les enfants à ce qu'on peut appeler le civisme, à la paix et autres, mais aux droits humains, etc. Mais les jeunes, après, qu'est-ce qu'ils font de cette formation? Qu'est-ce qu'ils font des conseils donnés par leurs parents? C'est là qu'intervient donc pleinement leur responsabilité. Il faut qu'ils prennent leur responsabilité. Ils ont en face de certaines personnes, certains jeunes qui ne sont pas les gens, heureusement, aujourd'hui, qui peuvent les amener à dévier, qui peuvent les amener à avoir des comportements déviants. Et donc, c'est pour cela qu'il faut continuer à sensibiliser. Nous sommes très heureux, nous, aujourd'hui, au niveau du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Grâce à Madame, donc, la ministre, Miss Belmondo Dogo, nous avons donc signé un partenariat avec le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire pour les engager dans la prévention des conflits, dans la promotion de la solidarité. Et aujourd'hui, nous sommes heureux et nous sommes fiers de vous dire que grâce à ces jeunes-là, le mécanisme national d'alerte précoce, qui est géré par l'Observatoire de la solidarité de la Côte d'Ivoire, a couvert près de 85% de l'ensemble des villages. Et c'est dû à l'engagement des jeunes du CNJCI. Et nous saluons cela, nous saluons la collaboration, la coopération entre les deux ministères qui a permis donc cela. Cette jeunesse aussi est confrontée à un comportement des adultes, j'insiste, je reviens dessus, qui n'est pas toujours exemplaire. Comment on fait ? Oui, en même temps qu'il y a des adultes qui n'ont pas de comportements exemplaires, il y en a d'autres qui ont des comportements exemplaires. Et donc, c'est là qu'il faut donner toute sa responsabilité aux jeunes qui sont aujourd'hui matures, qui peuvent donc faire la différence entre le bien et le mal. D'accord? Donc, si vous avez des modèles, c'est à vous de voir quel est le modèle qui vous sied. Est-ce que vous voulez être une personne marginalisée dans la société, ou bien une personne, un modèle, une référence dans la société, une valeur dans la société? Et donc, c'est pour cela que nous disons que c'est l'éducation, c'est la sensibilisation. Il ne faut pas toujours dire qu'il y a des adultes qui donnent le mauvais exemple. Certes, ça c'est clair. Il y a
Il y a des études aussi qui donnent de très bons exemples et nous les exhortons à suivre les bons exemples pour qu'ils aient un avenir radieux. Parce que c'est de leur avenir que nous parlons. Alors on va revenir sur la Côte d'Ivoire puisque c'est principalement notre sujet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de situation d'apaisement dans le monde. Donc ces jeunes, comme nous autres, on est tous confrontés à des conflits, des guerres, de la violence quasi partout. Là aussi, vous pensez que ça peut avoir une influence ? Oui, ça peut avoir une influence sur nos jeunes parce que... De grandir dans un monde qui est loin d'être apaisé. Tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire, nous avons les réseaux sociaux, donc ils sont capables de savoir comment vivent les populations aujourd'hui à Gaza. Ils sont susceptibles de savoir comment vivent les populations aujourd'hui au Soudan. Ils sont capables de savoir comment vivent les Ukrainiens aujourd'hui. Ils sont capables de savoir comment vivent les populations à Bamako, à Niamey, etc. Et quand ils sont informés de cette façon-là, ils tirent la leçon. Est-ce qu'il est bien de rester en paix ou bien de s'engager dans la violence? À partir de cet instant, je pense que le choix est clairement fait. C'est eux-mêmes qui se disent qu'il faut œuvrer pour la paix, pour consolider la paix que nous avons acquise, tout en sachant que la paix est un état social assez fragile. Et donc, il faut œuvrer chaque jour, faire un peu pour consolider cet état-là. Mais comment on fait justement dans le quotidien? C'est quoi avoir un comportement justement qui va avec cette valeur? C'est quoi? C'est un bon citoyen? C'est faire preuve de civisme? Comment on fait dans le quotidien? Parce qu'on ne va pas toujours attendre une situation de guerre pour voir comment on réagit. C'est le comportement qu'on a avec autrui dans chaque interaction sociale qu'on a? C'est le respect des anciens? Comment on acte ça? C'est clair, les guerres ne surgissent pas comme ça. C'est tout cela, c'est le comportement. Nous parlons d'éducation. Évidemment, c'est à travers nos actions, nos propos, à travers notre comportement quotidien que nous bâtissons la paix, que nous construisons la paix. Le respect de l'autre, la tolérance, le civisme. Quand aujourd'hui vous ne respectez pas le feu, quand vous ne respectez pas le feu, vous traversez au feu rouge, évidemment, vous pourrez avoir provoqué un accident qui va entraîner des mécontentements, etc. Tout ça, c'est contre la paix et c'est source de violence. Si vous respectez la discipline, vous respectez les symboles de l'État, vous êtes tolérant vis-à-vis de votre prochain, des communautés voisines, alors à partir de cet instant, et vous utilisez des comportements non violents pour régler vos différends. Ça, c'est très important. C'est-à-dire le dialogue. Dans le dialogue, parce qu'on ne peut pas vivre dans une société, dans une communauté humaine sans qu'il y ait des différends. Mais c'est notre capacité à régler ces différends de façon pacifique qui nous amène donc à consolider la paix. Donc ça, c'est des petites astuces du quotidien. C'est le comportement avec autrui. Et justement, les réseaux sociaux aujourd'hui ont pris une telle importance et ce sont des sujets qui sont souvent clivants, qui sont débattus dessus. Oui. C'est-à-dire qu'on a toujours une vision manichéenne, on est pour, on est contre. Là aussi, comment on fait, puisque c'est un outil qu'utilisent beaucoup les jeunes, pour avoir un peu plus de nuances? Comment on fait pour leur inculquer cette valeur? Alors, ce qu'il faut enseigner aujourd'hui, demander aux populations de façon générale, en particulier aux jeunes, c'est d'avoir une culture de dialogue. Je ne dis pas une culture de débat. Dans le débat, vous voulez toujours avoir raison. Dans le dialogue, vous cherchez à comprendre l'autre. Et donc, il faut avoir une culture les sujets peuvent être clivants, mais on peut chercher à comprendre à travers ces débats-là les inquiétudes, les préoccupations de l'autre pour pouvoir mieux vivre avec lui. Et donc, si vous engagez dans des dialogues de ce genre, ce sont des dialogues constructifs. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de dialoguer. Le dialogue construit, le dialogue renforce la paix dans une communauté. Il faut favoriser le dialogue, mais il ne faut pas qu'on aille à des rencontres de discussion pour avoir raison. Là, on va pour débattre, on ne va pas pour faire le dialogue. Voilà. Vous avez aussi parlé de tolérance dans ces valeurs associées, c'est-à-dire voir l'autre comme son alter ego, c'est voir en l'autre notre part aussi d'humanité, malgré la différence. Elle peut être sociale, elle peut être religieuse, elle peut être... Vous voyez? Tout à fait. C'est ce que vous leur demandez? C'est ce qu'on demande. Il faut toujours, on dit très souvent, ne faites pas à l'autre ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. D'accord? Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, il faut également le vouloir pour l'autre. Et donc, si vous êtes dans cette disposition, évidemment, vous allez construire des communautés fortes. Vous allez avoir des communautés paisibles. Mais si à chaque fois, vous pensez que vous ne supportez pas quelque chose que vous faites à l'autre, mais évidemment, il ne sera pas content et vous ne serez pas en paix.
Et la meilleure façon de faire, c'est pas de brimer. La meilleure façon de faire, c'est de s'entendre, de collaborer pour que nous puissions vivre dans un environnement où tout le monde y gagne. On s'adresse aux jeunes particulièrement, mais il y a aussi de nombreuses familles qui nous regardent aujourd'hui, puisque c'est un jour férié. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ses parents, ses proches, ses tuteurs de cette jeunesse? Alors, l'appel que nous devons lancer donc, au nom de Madame la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, c'est que notre pays, la Côte d'Ivoire, a vécu un passé récent assez douloureux. Que ce soit les Ivoiriens ou toute cette population qui vit en Côte d'Ivoire, nous devons tirer les leçons de ce passé. Le thème de la journée le dit clairement, ce n'est pas une invite à l'oubli, mais il faut tirer les bonnes leçons, entièrement toutes les leçons de ce passé récent, pour construire sûrement le passé, réaliser donc le présent, non, pour construire le présent, réaliser donc tout ce que nous voulons aujourd'hui afin de nous garantir un avenir sûr, un avenir radieux. Et c'est de cette seule façon-là que nous pouvons donc garantir à notre pays un développement durable dans le temps, un développement intégré pour le bonheur de chacun. Nous devons tirer également les leçons de tout ce qui nous entoure. Il faut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue comme un oasis de paix. Et nous devons être jaloux, nous devons être engagés à protéger cela, mais au-delà de la protection de cette paix en Côte d'Ivoire, il faut donc œuvrer pour que ce soit un modèle à travers la sous-région et dans le monde pour que les autres veuillent, s'engagent à copier. Cet havre de paix dont vous parlez, c'est vrai, et Dieu merci, la Côte d'Ivoire n'est pas dans de conflits. Même s'il y a eu des situations de tension, elles ont été résolues justement avec beaucoup de dialogue et d'apaisement. Mais il y a quand même, on voit par-ci par-là, des conflits communautaires, de la violence au quotidien, de la délinquance, des agressions. Donc, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait, tout ne peut pas être parfait, sinon on serait au paradis. N'est-ce pas? Donc, il faut donc accepter que c'est ce que j'ai indiqué tantôt. Vous ne pouvez pas avoir une communauté humaine sans désaccord, sans mésentente. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en tout cas sur cette terre-là. Mais c'est notre capacité à résoudre ces différends, ces mésententes-là de façon pacifique qui nous permet donc de demeurer pendant longtemps dans la paix, qui nous permet de garantir de façon durable cette paix. Et c'est ce à quoi nous appelons tous les Ivoiriens. On aura des malentendus. Aujourd'hui, Dieu merci, avec le mécanisme d'alerte précoce de l'Observatoire, nous nous rendons compte que certes, il existe des conflits communautaires de façon résiduelle, de façon ponctuelle ici et là, mais ces conflits-là sont devenus de moins en moins meurtriers parce que les ressorts sociaux, les ressorts traditionnels permettent donc de les régler de façon pacifique. On nous dira, écoutez, il y a tel conflit qui a lieu récemment à Dougroupa-Lignoa, il y a tel autre conflit qui a lieu. Mais c'est normal. Ça va dans l'ordre normal des choses. Et ce que je veux dire, si celui qui pense que nous n'avons pas évolué, qu'il ose comparer donc la période d'aujourd'hui, 15 novembre 2023 au 15 novembre 2011. Oui, on entend, il y a un différentiel que personne ne peut en douter. Mais on se demande aussi, quel est le rôle? Vous pensez vraiment que cette célébration annuelle a un impact dans l'esprit des gens? Peut-être que certains se disent, d'accord, ils sont contents de profiter d'un jour férié. Ils se rappellent que la Côte d'Ivoire revient de très loin. Mais est-ce suffisant, finalement? C'est très suffisant parce que cette journée a pour objectif de le rappeler à l'esprit des Ivoiriens. Vous voyez, la paix, c'est comme un peu la santé. Si vous êtes en bonne santé, vous pensez que la santé n'est pas importante. D'accord? Mais quand vous vous retrouvez couché sur un lit, vous comprenez que vous aviez quelque chose de très important que d'autres n'avaient pas. C'est la même chose. Quand on est en paix, on se dit, on oublie même les acteurs qui œuvrent pour la paix. On oublie que certains ont œuvré pour la paix. Le jour où vous entendez des tirs, que tout le monde est terré dans la maison, on se dit, mais quand est-ce que ça va finir pour qu'on sorte? C'est cela.
Donc, il faut œuvrer à cela. Et c'est cela que nous rappelle chaque 15 novembre. C'est ce que le gouvernement ivoirien a voulu donc faire. C'est pour cela qu'il a institué la Journée nationale de la paix. Sinon, on aurait pu s'en tenir au 21 septembre, qui est la Journée internationale de la paix. Mais comme nous nous sommes rendus compte, depuis donc le père fondateur de la nation ivoirienne, de la Côte d'Ivoire moderne, nous nous sommes rendus compte que la paix était donc un élément très important qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir ce développement économique et social. Alors nous nous disons que les dirigeants se sont dit qu'il faut instituer cela pour que les Ivoiriens, dans leur entièreté, s'accommodent, s'habituent à travailler ensemble pour faire de la Côte d'Ivoire cet espace de paix, cet espace où il fait bon vivre. Alors c'est aussi une célébration, y aura-t-il des festivités officielles qui sont prévues dans le district d'Abidjan ou peut-être à l'intérieur du pays? Oui, il y a la cérémonie officielle qui sera donc faite donc le 25, ce 25 novembre donc au plateau. Oui. Il y aura donc également quelques activités éclatées à travers donc les directions régionales du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Et donc aujourd'hui, il y a eu donc la déclaration faite par Madame la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté à l'endroit donc des populations ivoiriennes pour les exhorter évidemment à œuvrer, à continuer d'œuvrer pour la paix. L'État met tous les moyens en œuvre pour que cette paix-là soit consolidée, mais il appartient aussi aux communautés, aux populations de la Côte d'Ivoire d'accompagner l'État. C'est ça en fait, vous demandez que chacun prenne ses responsabilités, un peu plus d'autodiscipline de notre part. Tout à fait, tout à fait. Et notamment des jeunes. Tout à fait. Vous savez, comme on le dit de façon générale, on dit il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donc si vous obstinez à ne pas vouloir la paix, vous ne serez jamais en paix avec vous-même. Même tout le monde sera en paix autour de vous, mais vous seul, vous ne serez pas en paix avec vous-même et avec les autres. Donc il faut que chacun comprenne qu'il a sa part, il doit contribuer à l'édification d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Et c'est cet appel-là que Madame la ministre Miss Belmondo Dogo a lancé à l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire et à toutes celles qui vivent en Côte d'Ivoire d'œuvrer chacun à son niveau pour que nous ayons définitivement la paix qu'on doit continuer de construire, mais que nous renoncions totalement aux actes de violence qui perturbent notre développement économique. Et cette jeunesse, alors, elle sera présente lors des festivités? Bien sûr, elle sera en pole position avec le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, bien sûr, qui est donc un invité de taille. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites avec eux concrètement sur le terrain? Je l'ai indiqué, dans le cadre de notre partenariat qui a été voulu par Madame la ministre, Miss Belmondo Dogo, nous travaillons de concert avec le CNJCI. Nous les avons formés depuis l'année dernière jusqu'à cette année. Nous avons formé les différentes délégations du CNJCI. Nous avons même doté le CNJCI en matériel de communication, de sonorisation pour la sensibilisation. Et là où je vous parle, des restitutions de ces formations-là se font dans les régions septentrionales, dans la région septentrionale de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui... Donc ils font quoi? Ils vont dans les villages, dans les hameaux, parler aux populations, parler aux jeunes? Oui. C'est ça? Ils font déjà cela, sensibiliser les jeunes à la paix, sensibiliser les jeunes à la promotion de la paix et surtout animer le mécanisme d'alerte précoce. Vous savez que le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a un mécanisme national d'alerte précoce qui lui permet donc d'avoir les informations de façon continue, quotidienne, de façon instantanée afin de pouvoir prendre les décisions, soit pour apporter de la solidarité ou bien pour intervenir pour résoudre des conflits, des questions de violence. Mais donc ces jeunes-là... Soyons pragmatiques. Oui, si je finis, ces jeunes-là, avec le CNJCI, nous avons pu couvrir 85% des villages. Donc si bien que si aujourd'hui, vous êtes à Dougrou-Palignoa, qu'il y a un problème, le président des jeunes de Dougrou-Palignoa va d'abord chercher à intervenir et nous alerter. Et lorsque l'alerte arrive, nous mettons en branle donc le mécanisme de réponse
avec tous ceux qui sont tous les acteurs de réponse. Donc, comment on appelle ça, le délégué régional ou le délégué départemental du Conseil national des jeunes intervient si ils sont dépassés. Les autorités préfectorales, les autorités traditionnelles viennent en appui pour aider. Mais quel type de situation, vous êtes confronté à quel type de situation? C'est quoi? Il peut y avoir des jeunes qui, on va dire, s'enquiquinent mutuellement. C'est quoi? Il faut un degré de violence. Qu'est-ce qui vous alerte? Qu'est-ce qui est significatif? Il faut qu'il y ait un blessé physique? Il faut qu'il y ait un mort? Enfin, non, tous les cas qui perturbent la cohésion sociale, tous les cas qui nécessitent donc l'expression de la solidarité de l'État, nous sont remontés. Je le disais tantôt, il y a des situations qui ne nous sont pas montées in situ, mais qui nous parviennent après. Dès l'instant où les jeunes qui ont été formés à la gestion et à la prévention des conflits arrivent à résoudre le problème, ils n'ont pas besoin de recourir tout de suite à l'Observatoire, au ministère de la Cohésion nationale. Ils résolvent le problème, mais notre mécanisme étant donc un mécanisme national qui a pour rôle de permettre la prise de décision et alerter après pour que cela soit archivé et que nous puissions donc à la fin de l'année, agréger les informations pour que ce soit une information plus globale qui puisse aider à la prise de décision. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Tiozian Coulibaly, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fête et restez sur RTI 1. Merci à vous. Au nom de Madame la Ministre, je voulais donc vous dire merci de nous avoir reçus. Et merci à Madame la Ministre de me permettre de parler au nom de son ministère à la population ivoirienne. Merci.